Alors, comment maîtriser l'épreuve de l'EC1, cette fameuse question de mobilisation des connaissances sur 4 points? L'objectif de notre analyse aujourd'hui, c'est de transformer un candidat stressé en un véritable professionnel de l'analyse capable de rédiger avec l'assurance absolue d'un économiste, d'un sociologue ou d'un politiste. Décortiquons cette méthode pas à pas. Au programme, on va voir d'abord la posture de l'expert, ensuite l'importance capitale du brouillon, puis l'argumentation en entonnoir, l'art de l'illustration et enfin, on terminera sur un cas pratique concret autour du chômage structurel. Première étape, et c'est vraiment un changement d'état d'esprit radical, adopter la posture de l'expert. Il faut bien comprendre une chose. Durant l'épreuve, l'identité de l'élève classique qui se contente de réciter sa leçon doit totalement disparaître. D'un côté, on a l'attitude de l'élève. Son erreur la plus fatale, il veut étaler toutes ses connaissances pour prouver qu'il a appris. Le risque, c'est bien sûr le hors-sujet total. De l'autre côté, on a l'expert. Lui, il cible sa réponse avec une précision chirurgicale pour convaincre un jury. Balancer des détails hors de la consigne ne rapporte aucun point et pire, ça peut entraîner des pénalités. La rigueur, c'est la seule voie possible. Ce qui nous amène à la base de toute cette architecture, le brouillon décisif. C'est vraiment en coulisses que tout se joue, bien avant de rédiger la moindre phrase au propre. Étape 1, on reformule toujours la question en affirmation. Ça permet de verrouiller le cadrage. Étape 2, on définit les notions clés à la perfection. Une définition sans la moindre faille, c'est ce qui convainc immédiatement le correcteur de notre expertise. Et étape 3, on sélectionne 2 ou 3 grands arguments en s'aidant de flèches et de mots-clés. Et pour ne jamais s'égarer, le secret réside dans les adverbes interrogatifs, c'est mathématique. Si la question commence par pourquoi, on se concentre strictement sur les causes. Si c'est quels effets, on ne regarde que les conséquences. Et pour quelles limites, on ne présente absolument aucun avantage. Cadrer sa réponse comme ça, c'est l'assurance d'être en plein dans le mille. Passons maintenant à l'architecture même de la démonstration, l'argumentation en entonnoir. Alors, comment fonctionne cet entonnoir analytique? C'est très simple. On part toujours du plus général pour aller vers le plus particulier. On affirme une idée, puis on explique le mécanisme en mobilisant les notions de la leçon et on distille tout ce processus pour aboutir à une justification incontestable. On prouve étape par étape que l'on maîtrise son sujet. Mais attention, cette structure exige des règles de rédaction impitoyables. Il faut faire des phrases courtes, un sujet, un verbe, un complément, c'est tout. Il faut une précision totale des définitions, un vocabulaire rigoureux, une rédaction de spécialistes et bien sûr, une orthographe parfaite. Gardons ça en tête, la qualité d'abord. Il vaut largement mieux 2 arguments parfaitement développés, justifiés et maîtrisés, plutôt que 3 idées dont l'une est bancale. 4e étape, la touche finale qui solidifie la théorie, l'art d'illustrer pour convaincre. Et là, il y a une règle d'or absolue. On n'invente jamais d'exemple. Jamais. Fabriquer un faux exemple juste pour remplir sa copie, c'est lourdement sanctionné. Pour achever chaque idée, chaque argument doit se terminer par une illustration solide. Mais attention, il faut obligatoirement puiser dans la partie du programme de terminale. On utilise des mécanismes étudiés, des faits réels ou des données exactes pour convaincre de manière irréfutable. Bon, la théorie, c'est fantastique, mais passons à la pratique. Voyons comment cette méthode s'applique concrètement sur un sujet autour du chômage structurel. Imaginons ce sujet officiel. Vous montrerez que les asymétries d'information sont une source de chômage structurel. Hop, on sort le brouillon. D'abord, on analyse. L'expression « sont une source de » exige de prouver un lien de causalité. L'élément A doit inévitablement entraîner l'élément B. Et bien sûr, on reformule ce sujet en affirmation pour ne pas dévier d'un millimètre. Ensuite, on pose nos fondations au brouillon avec nos définitions. Le chômage structurel, c'est le reflet de déséquilibre durable entre l'offre et la demande sur le marché du travail. L'asymétrie d'information, c'est tout simplement quand un acteur détient des informations que l'autre n'a pas. Nos concepts sont clairs et prêts à être utilisés. Déroulons la première chaîne d'argumentation avec notre entonnoir. On part du général, les mutations technologiques demandent de nouvelles qualifications. Le souci, c'est que les travailleurs n'ont pas forcément ces compétences et les employeurs ignorent le niveau réel des candidats. Conséquence justifiée, un chômage durable s'installe malgré les postes vacants. Pour illustrer concrètement avec le cours, on cite la digitalisation. Elle supprime des emplois administratifs, mais crée des postes de développeurs web. L'appariement est donc impossible. Pour le second argument, on mobilise la théorie du salaire d'efficience. La logique est imparable. Face à l'asymétrie d'information, l'employeur ne peut pas observer la vraie motivation d'un candidat. Du coup, que fait-il? Il propose un salaire supérieur au prix du marché pour attirer et retenir les meilleurs. Ce mécanisme casse l'équilibre classique et mathématiquement, les travailleurs moins qualifiés deviennent trop chers à embaucher. Le lien de causalité est parfaitement bouclé.
Le cadre analytique est posé, l'architecture en entonnoir est solide, les exemples sont irréfutables. Alors, face au prochain sujet d'examen, une question subsiste. Fera-t-on le choix de rester un simple apprenant qui jette ses connaissances au hasard ou prendra-t-on la décision d'appliquer cette méthode rigoureuse pour rédiger comme un véritable professionnel? La clé de l'expertise est là, il n'y a plus qu'à l'utiliser.